Et aujourd'hui, en fait, nous avons la chance, une très grande chance, d'accueillir Maëva Gallimard, qui en plus vient de faire une excellente conférence aux élèves à Delattre, donc qui est donc à lancer. Je remercie d'autant plus de venir donc là nous présenter une réflexion autour de la question du droit des animaux. Donc Maëva Gallimard est doctorante. En fait, tu as fait un cursus en droit pénal, et là, ta thèse porte sur la maltraitance. Voilà. Je te laisse le dire. Voilà, donc je fais une thèse sur la notion de maltraitance en droit pénal, mais je réfléchis donc à l'intégration de cette notion et à voir ce qu'elle pourrait apporter, autant pour les humains que pour les animaux. Bonsoir à tous. Je suis très contente en fait d'être ici ce soir pour parler de ce sujet qui me tient en fait à cœur. Je remplace en fait Ninon Maillard qui devait venir et qui m'a fait finalement l'honneur aussi de me demander de la remplacer. Donc je la salue ce soir parce que c'est une professeure, enfin maître de conférence qui est assez importante pour moi. Si vous avez l'occasion un jour de la rencontrer, voilà, sachez que elle est tout à fait aussi passionnée par le sujet, donc je suis très contente d'être ici ce soir pour parler avec vous du droit animalier. Je remercie l'Université populaire donc de l'invitation et je vous remercie aussi, vous tous ce soir, d'être présents pour parler de ce sujet. Je vous remercie pour ce temps d'échange et en tout cas pour les questions aussi que vous me poserez après. En tout cas, je suis ravie. Question très importante. Donc, les animaux. Je crois que nous sommes tous concernés et je ne me tromperai pas si ce soir je vous dis que vous avez peut-être chez vous donc des animaux, que vous êtes peut-être agriculteur, agricultrice, que vous gérez peut-être un centre équestre, que vous avez des terres. Peut-être êtes-vous passionné de flore, de faune, de géographie. Peut-être êtes-vous chasseur ou chasseuse, pêcheur ou pêcheuse. Peut-être y a-t-il aussi parmi vous des végétariens, des végétaliennes, des véganes. Poussons la chose jusqu'à l'extrême et que donc vous ne mangez pas de viande, que vous ne consommez pas de matière animale, que vous n'utilisez pas le cuir. Bref, toutes ces choses. Et aussi, je l'espère, mais au vu de mon public, je pense que oui, plus que pour les lycéens de cet après-midi. Je pense que vous avez tous vu à la télé et dans les médias, en tout cas, les questions concernant les animaux, que ce soit donc pour des scandales sanitaires. Tout le monde se souviendra, je pense, de la vache folle. J'étais un peu jeune, mais bon, voilà, ça a fait tellement de bruit que je peux vous en parler aujourd'hui. Tout le monde aussi a entendu parler de ces boucheries qui sont taguées de mécontentement. Tout le monde aussi sera intéressé à la question du climat, tellement elle fait aujourd'hui parler. Nous avons tous en tête la fonte des glaces et l'image de ces ours polaires, bientôt sans habitation. Que dire aussi des vidéos de L214 qui aujourd'hui sont sur tous les réseaux sociaux. Que dire encore peut-être de la corrida et de toutes ces choses que nous allons aborder qui soulèvent des questions innombrables et qui nous font dire aujourd'hui que les animaux occupent bel et bien une place importante dans notre vie. Alors, une place importante, et comment faire avec toutes ces questions que soulèvent les animaux? Eh bien, c'est là que le droit intervient. Et alors, qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que le droit? Pour une petite définition, c'est donc cet ensemble de règles qui nous permet de vivre aujourd'hui tous ensemble, de pouvoir exercer notre liberté, mais aussi de répondre de devoirs. Donc toutes ces règles de loi et toutes ces règles sont aujourd'hui, et j'en parlerai, donc voilà, je vous le présente, enregistrées, écrites et rassemblées dans des codes. Voilà, donc, des codes comme celui-ci, il en existe plusieurs, code civil, code pénal. Je vais en évoquer certains, donc comme ça vous saurez maintenant de quoi je parle quand je vous nomme des codes. Ce sont tout simplement ces livres qui regroupent toutes nos règles selon les domaines. Alors, droit et animaux. Que font les deux ensemble? Que nous dit le droit sur les animaux? Je vais vous présenter quelques lois du passé qui font mention et qui parlent des animaux. Et ce que nous allons voir, c'est que les animaux, au fil du temps, ont fait l'objet d'une considération qui a changé.
nous allons voir que dans un premier temps, les animaux étaient considérés comme des biens susceptibles d'être vendus, malmenés, troqués, échangés, mis au travail, sans répit. Et qu'au fil du temps, cette considération de l'animal a changé. Et aujourd'hui, nous avons un article du Code civil, l'article 515-14 du Code civil, qui nous dit que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Commençons par la loi des 12 tables, peut-être. La loi des 12 tables, c'est une loi qui nous vient de nos chers amis les Romains, avant Jésus-Christ. C'est pour vous dire qu'on peut retrouver des traces de législation sur les animaux très anciennes, puisqu'elle date de 551 à 449. Elle est datée, en tout cas, entre ces deux dates, avant Jésus-Christ. Que nous dit cette loi? Eh bien, elle nous dit que si un animal a causé un dommage à quelqu'un, le propriétaire de cet animal devra réparer le dommage causé par cet animal. Et alors, le réparer comment? Eh bien... Le réparer comment? Eh bien, il devra soit céder cet animal à la personne qui a subi le dommage, soit il devra réparer autrement le dommage causé par cet animal. Donc vous voyez bien ici qu'il n'y a aucune disposition qui protège l'animal, on a juste un animal qui a causé un dommage et qu'on va pouvoir céder, troquer comme un bien, comme une valeur, en échange de la réparation de ce dommage. En échange, en tout cas, de ce dommage, comme réparation. Donc, la loi des 12 tables, pas de protection, nos amis les Romains n'ont pas de pitié pour nos animaux. Allons un peu plus loin avec des lois qui sont après Jésus-Christ, après la naissance de Jésus-Christ. Parlons de la loi Gombette. La loi Gombette, qui date de la chute, un peu après la chute de l'Empire romain, donc, et qui nous est venue avec les invasions barbares. Voilà, donc notre territoire français a été envahi, et les barbares ont amené quelques lois, et disons que la loi Gombette a régi tout un ensemble de la population qui a occupé notre territoire. Et que nous dit donc cette loi Gombette? Elle nous dit que le vol, la mise à mort, ou l'utilisation d'un animal par une autre personne que son propriétaire doivent être réparés. Donc là encore, on a un bien, d'accord, un animal qui est considéré comme un bien, et le vol, enfin son vol, sa mort, ou en tout cas l'utilisation par une autre personne doit être réparée, puisqu'il y a en tout cas là une perte économique. Et donc, encore une fois, si on traverse et si on fouille un peu dans la loi Gombette, il n'y a aucune disposition qui protège les animaux. Ou en tout cas, elle les protège, mais uniquement en ce que ce sont des biens et des valeurs économiques. Prenons maintenant la loi salique. Une loi salique qui nous vient, elle aussi, des barbares, qui date du haut Moyen-Âge, du 5-6e siècle. Voilà, elle est datée d'à peu près. Il est possible de trouver aussi des dispositions donc, qui concernent les animaux, et qui concernent là les mauvais traitements donnés aux animaux. Mais alors attention, si on regarde de plus près la loi salique et l'article, on peut voir qu'il est question uniquement des chevaux. Alors vous allez me dire, bon, peut-être qu'ils ont voulu protéger l'intégrité et la sensibilité des chevaux. Non, non, non. Les chevaux sont protégés puisque les chevaux sont en fait des biens qui sont de grande valeur économique aussi, puisqu'ils permettent de se déplacer, ils permettent de travailler la terre, et que ce sont des animaux qui coûtent à l'époque beaucoup d'argent. Donc là encore, pas question de protéger l'animal parce qu'il est un être sensible. Non, c'est un bien, et donc nous devons le respecter en tant que tel et le protéger. Ici donc, il y a plein de textes qui ne protègent pas les animaux, ou en tout cas les protègent comme étant des biens économiques, à valeur économique. D'ailleurs, je vais ajouter que à cette époque, les animaux étaient traités comme des esclaves, enfin, de la même façon que les esclaves, et qu'il apparaît donc que ce sont bien des biens que l'on peut vendre, céder, utiliser comme bon nous semble, qu'il n'est pas donc question, en tout cas, de les bien traiter. Faisons un petit bond dans le temps et arrivons à la Révolution française 1789 et avec le code de 1791. Et bien là aussi, nous sommes au regret de constater que les animaux ne sont pas du tout protégés comme étant des êtres sensibles. Non, 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 puisque les dispositions concernant les animaux sont dans une partie qui s'appelle atteinte à la propriété d'autrui. Donc là encore, il n'est pas question de protéger les animaux. D'ailleurs, le code révolutionnaire s'inspire des idées de l'époque, des idées qui sont dans le temps,
Nous avons notamment Descartes, avec son discours de la méthode, et sa considération de l'animal en animal-machine. Donc nous avons une vision utilitariste uniquement, et donc il n'est pas question de les voir comme des êtres sensibles, doués de sensibilité qu'il faudrait protéger. Nous avons notre ami aussi Pothier, grand jurisconsulte de l'époque, qui, dans son traité des choses, qui a servi beaucoup et qui est un des premiers aussi traités à avoir eu une importance, là, l'animal est traité aussi comme un bien dans ce traité. Donc voilà, le code est le reflet de la pensée de l'époque, et donc il n'est pas question de le protéger comme un être sensible. Prenons le code civil napoléonien maintenant de 1804. Et bien là encore, les règles de droit concernant les animaux sont dans une partie sur la propriété, et il est écrit clairement dans un article que les animaux sont des meubles. Alors là, pas d'hésitation, les animaux sont des meubles, vous en faites ce que vous voulez, et toutes les prérogatives de la propriété s'appliquent. Prenons le code pénal maintenant de 1810, code napoléonien toujours. Et bien là, ce n'est pas étonnant, en accord avec le code civil napoléonien, sera puni de prison ou d'une amende, pouvant aller de 6 jours jusqu'à 6 mois quand même, les personnes qui auront porté atteinte à la propriété d'autrui, et les dispositions sur les animaux sont dans cette partie. Dans un premier temps donc, dans notre histoire, dans le droit, les animaux sont considérés comme des objets et des biens qui appartiennent à quelqu'un. Voyons des textes un peu plus proches de nous maintenant, et parlons du, finalement, premier décret important qui a changé les choses pour nos amis les animaux. Avant ce décret, donc daté du 7 septembre 1959, qu'il faudra retenir pour vos recherches futures si vous voulez vous intéresser à la question, je dois vous parler d'une dernière loi, la loi Gombette de 1850. Alors, la loi Gombette de 1850 est venue par une impulsion du général Gombette, qui voulait qu'on protège les animaux dans l'espace public, et qui voulait faire cesser la maltraitance des animaux dans l'espace public notamment, mais aussi, et pas que, dans l'espace privé. Et donc le général a construit un texte, sauf que au moment de voter la loi, une mention a été ajoutée à ce texte. Donc la loi Gombette spécifiait que les mauvais traitements dans l'espace public étaient sanctionnables, mais ce dans l'espace public faisait que finalement les animaux étaient protégés plus pour une question de bienséance dans le lieu public, plutôt que donc une considération qui leur était portée pour les protéger dans leur sensibilité. Mais donc notre général Gramont aurait pu être content et pouvait être fier quelques décennies plus tard, puisque ce fameux décret du 7 septembre 1959 a supprimé le critère que devait recouvrir donc de publicité les mauvais traitements. C'est le premier décret, la première loi dans l'histoire qui sanctionne les mauvais traitements, donc dans le milieu public, mais aussi dans le privé. Et là, nous avons un léger effacement de la considération qu'il y a de mise sur les animaux en tant que biens, et nous avons donc une première impulsion de protection des animaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres vivants. Ensuite, il y a la loi du 19 novembre 1963. Alors celle-ci, elle est claire, elle vient incriminer et faire des actes de cruauté une qualification pénale des délits. Donc les actes de cruauté sont maintenant des délits. Les animaux sont donc là maintenant sans nul doute protégés pour leur sensibilité. Ils ne sont plus protégés en tant que biens et en tant que valeur économique. La loi du 10 juillet qui va suivre, 1976, est relative, elle, à la protection de la nature, et elle est la première dans l'histoire du droit animalier à reconnaître que les animaux sont des êtres sensibles. En effet, dans son article 9, l'article 9 de cette loi, donc, énonce que tout animal étant un être sensible, il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc là, nous avons une grande marge de franchie, et c'est finalement la première aussi définition de l'animal en tant qu'être sensible qui va être donnée avec cette loi du 10 juillet 1976. Le pas est fait, la page est tournée, les animaux ne peuvent plus être considérés uniquement comme des biens. Une nature sensible donc qui va faire l'objet d'une protection
pas à pas et nous arrivons à notre code civil de 2015 et à une loi très importante puisque notre code civil qui est reconnu un peu comme le code père de tous les autres codes, dans une disposition autonome à l'article 515-14 stipule que donc l'animal est un être doué de sensibilité. Mais animal doué de sensibilité, d'accord, sauf que il est toujours considéré comme un bien. Oui, mais alors, comme un bien, mais sauf les dispositions le protégeant. Alors là, vous allez me dire, mais où en sommes-nous donc? Nous avons donc un animal être sensible, un être vivant, doué de sensibilité, qui est protégé par des lois, mais qui est toujours un bien. Alors, pour voir un peu plus clair, voyons finalement les lois qui vont venir au fil du temps et les dispositions qui vont venir au fil du temps le protéger. Quelles sont aujourd'hui les lois qui protègent les animaux et qui font qu'ils ne sont plus totalement des biens, mais bien des êtres vivants doués de sensibilité? Tout d'abord, nous pouvons évoquer peut-être le droit de l'environnement. De nombreuses dispositions dans le Code de l'environnement protègent différents espaces, que ce soit les littoraux, les fonds marins, mais aussi les forêts. Le Code de l'environnement stipule que tous ces espaces sont protégés et par ricochet, nous avons une protection donc, de la faune et de la flore se trouvant dans ces espaces. Il y a aussi, dans le Code de l'environnement, des dispositions qui nous viennent du droit européen. Parce que si nous devons nous féliciter du droit national qui protège nos forêts, nos fonds marins, nos littoraux, il faut aussi aujourd'hui prendre en considération le droit qui nous vient de l'Union européenne. Parce que la France fait, comme vous devez le savoir, partie de l'Union européenne. L'Union européenne, un ensemble de pays qui ont décidé de voter, et en tout cas de mettre en commun des questions et des causes. Et la cause de l'environnement est une des premières de l'Union européenne. Et en tout cas, donc, il y a de nombreuses directives qui nous viennent de l'Union européenne, dont une que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement, qui est la directive Oiseaux. La directive Oiseaux du 30 novembre 2009. Alors, qu'est-ce que nous dit cette directive? Cette directive nous dit que sur tout l'espace de l'Union européenne, chaque État doit se faire un devoir de protéger toutes les espèces d'oiseaux sauvages. C'est une directive aussi donc qui demande à ce que les États organisent, créent des espaces pour protéger ces espèces sauvages d'oiseaux. On a donc comme ça des directives qui nous viennent de l'Union européenne et un code de l'environnement qui protège des espaces et qui font que nos amis les animaux aujourd'hui ont des lieux naturels protégés, préservés, ce qui leur permet de vivre dans des conditions, dans de bonnes conditions. Une protection des animaux qui dépasse donc les frontières et parlons donc de nos frontières. Et je vais arriver au droit douanier. Alors, qu'est-ce que le droit douanier? Le droit douanier est finalement un droit qui organise tout ce qui entre et tout ce qui sort de notre territoire. Nous avons nos amis les douaniers donc, qui appliquent le droit douanier. Et qu'est-ce que nous dit le droit douanier? Eh bien, le code douanier prévoit des sanctions et aussi tout un ensemble d'obligations et de réglementations quant à l'entrée, à la sortie, au transport des animaux. Il est en effet impossible, ou en tout cas dangereux, de faire aujourd'hui sortir un animal protégé du territoire français, ou de faire entrer une espèce protégée dans un autre pays sur notre territoire. La convention d'ailleurs Washington a émis tout un ensemble de réglementations qui fait que nos amis douaniers se donnent à cœur joie aux frontières quand il est question de faire des contrôles sur ces transports d'animaux notamment, qui aujourd'hui parfois transportent des animaux qui traversent toute l'Europe, des vaches qui viennent du sud ou du nord, qui vont dans des abattoirs à l'autre bout de l'Europe et qui reviennent. Donc, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui tout le transport des animaux est réglementé et que la protection en tout cas des espèces menacées se fait aussi par le droit douanier puisqu'il est impossible de transporter des animaux ou en tout cas sinon il faut bien les cacher, en tout cas les faire quitter le territoire ou entrer le territoire de façon illégale.
venons-en sinon au droit pénal. Droit pénal qui est peut-être le droit qui aujourd'hui protège le mieux, ou en tout cas le plus clairement nos animaux, ou en tout cas peut-être le plus directement, je dirais, nos animaux. Nous avons un article, notamment un article très important, qui est l'article 521-1 du Code pénal. Qu'est-ce que nous dit cet article ? Eh bien, cet article nous dit que les sévices et les actes de cruauté commis envers les animaux sont punissables d'une amende de 30 000 € et de 2 ans d'emprisonnement potentiel. Nous avons donc aujourd'hui l'impossibilité de commettre des actes de cruauté, des sévices sur les animaux sans se faire sanctionner. En tout cas, ces actes sont interdits par la loi et nous avons donc une protection des animaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres doués de sensibilité. Il y a aussi l'article R 651-1 du même code pénal qui énonce que la mise à mort sans nécessité d'un animal est punie potentiellement d'une amende de 1 500 € d'amende. Donc, chacun est prévenu maintenant, si un animal devait être tué sans nécessité. Voilà, une amende de 1 500 € peut être encourue, ce qui est déjà assez important, mais peut-être pas assez, finalement, au devant de la considération que devraient recevoir nos animaux aujourd'hui. Nous pourrons en rediscuter. Et il y a aussi tout un ensemble d'autres contraventions qui viennent sanctionner, là non pas des actes de cruauté qui demandent un certain degré volontaire de cruauté commis, mais en tout cas nous avons d'autres articles qui viennent se sanctionner, notamment les mauvais traitements qui seront utilisés peut-être pour les agriculteurs qui auront abandonné leurs animaux dans un champ trop longtemps ou qui les auront laissés sans nourriture un peu trop longtemps. Donc nous avons toute une échelle des peines qui est aujourd'hui quand même assez bien organisée pour venir protéger nos amis les animaux. Il n'est donc plus possible de faire n'importe quoi de nos animaux. Ils sont aujourd'hui quand même assez bien protégés par tout un ensemble de règles dans différents domaines. Nous l'avons vu, le droit de l'environnement, le droit pénal, le droit douanier. Il en existe encore d'autres. Nous avons le code rural que nous allons voir un peu plus tard. Bref, un ensemble de dispositions quand même qui font dire que l'animal aujourd'hui n'est plus un bien, mais bien un être vivant doué de sensibilité. Un arsenal juridique assez important, et pourtant, je ne peux pas ici ce soir m'abstenir de souligner des incohérences et de soulever en tout cas des débats importants autour de cette question de l'animal, puisque même si aujourd'hui ils sont des êtres sensibles, doués de sensibilité et protégés par un ensemble de règles, que pensez donc de la corrida ? Que pensez donc aussi, et je suis désolée à l'approche des fêtes de Noël, mais que pensez donc aussi du foie gras ? Que pensez aussi des animaux de cirque, des animaux marins dans les parcs aquatiques ? Que pensez aussi de nos abattoirs et de nos pratiques rituelles ? Que pensez aussi des expériences scientifiques ? Parlons-en un peu. Parlons tout d'abord, pour commencer peut-être par ce qui fâche le plus, la corrida. L'article 521 du Code pénal, que nous avons vu tout à l'heure, et qui donc vient sanctionner tout à chacun qui aurait commis des sévices et des actes de cruauté, ce même article, figurez-vous, autorise encore et toujours la corrida. Corrida, je ne sais pas si tout le monde peut-être voit ce que c'est, corrida dans lesquelles il y a un taureau, donc qu'on fait entrer dans une arène, et qui va subir pendant un spectacle qui va durer 30 minutes à peu près, qui va subir finalement des attaques avec des harpons d'à peu près cette taille qu'on va venir enfoncer dans son cou. Si l'animal ne plie pas au bout d'une trentaine de minutes, eh bien nous allons venir l'achever d'un coup de poignard à la carotide ou dans la boîte crânienne. Voilà, donc nous avons un article 521 qui condamne les sévices et qui de l'autre laisse encore perdurer la corrida. Parlons maintenant du foie gras. Le foie gras, figurez-vous, fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel et gastronomique. Il fait partie donc de notre patrimoine et
il est protégé par l'article L654-27-1 de notre code rural. Il est donc encore, toujours possible de produire en France du foie gras. Je dis en France parce que tout un ensemble de pays de l'Union européenne ont fait interdire la production de foie gras. Interdire pourquoi? Eh bien parce que la technique de gavage utilisée pour produire le foie gras provoque, dans un premier temps, il faut le savoir, une cirrhose du foie des animaux qui sont gavés. Cirrhose du foie, donc, qui est déjà en soi peut-être problématique, puisqu'on va obliger un animal à subir une maladie, d'accord? C'est la même chose que pour les humains. Donc on va obliger un canard, une oie, à voir son foie être malade pour produire ce foie gras. Si encore on s'arrêtait là, mais non. Il faut savoir que maintenant, la technique pour arriver à cette cirrhose, donc la technique de gavage, correspond finalement, attention, à faire pour un humain, à se faire ingurgiter. Donc pour un humain, l'équivalent de 7 kg de pâtes, cuites bien sûr, dans l'estomac, en 3 secondes. Je vous laisse imaginer l'état de votre estomac après cette technique de gavage. Il est incontestable que vous ne pourriez plus trop marcher, que vous ne pourriez plus trop respirer. Eh bien, c'est la même chose pour nos amis les bêtes, et ce, parfois pendant des transports interminables qui va les emmener jusqu'aux abattoirs, là où ils seront étourdis, enfin, on l'espère, nous allons le voir, et là où ils seront électrocutés, tués, découpés, et où nous allons extraire notre fabuleux et fameux foie gras pour les fêtes de Noël. Passons maintenant au cirque. Et à nos animaux, donc, utilisés dans les cirques. Il faut savoir quand même que le code rural, le même que pour le foie gras, a une disposition qui est plutôt favorable à nos amis les animaux, puisqu'il a interdit que les animaux soient par exemple drogués ou modifiés, et donc après présentés à des spectacles. Voilà. Ces pratiques sont interdites. Je tiens quand même à souligner qu'il y a encore, par exemple, des expositions canines. Peut-être y a-t-il encore des éleveurs de chiens chez vous, je ne sais pas. Mais voilà, ces expositions sont en général l'occasion quand même de voir encore des bêtes en cage, un peu oxy par la foule et peut-être par des calmants qu'on leur aurait donnés. Donc voilà, une marque de ce que notre droit a des difficultés à être encore un peu appliqué. Parlons maintenant sinon des cirques et des parcs aquatiques. Il faut savoir que donc, le code rural autorise encore les animaux dans les cirques et les parcs aquatiques à condition qu'ils ne subissent pas de mauvais traitements. Alors, pas de mauvais traitement, d'accord, mais qu'est-ce qu'un mauvais traitement? Où est la frontière, où est la limite de ce qu'on connaît en tout cas maintenant de nos animaux? Il est tout à fait pensable que un lion qui se fait dompter à longueur de journée, enfermé dans une cage, qui ne voit jamais la savane, ne peut jamais se dégourdir les jambes, peut-être subit des mauvais traitements. Et en l'occurrence, il y a encore des cirques à peu près partout en France. Donc, que penser de ça, et que penser aussi donc de nos amis les mammifères marins qui subissent des spectacles à répétition, des bassins un peu trop petits, et qui aujourd'hui font l'objet d'études qui mènent à penser qu'ils sont l'objet et font l'objet de petites dépressions. Alors à chacun d'entre nous peut-être de se responsabiliser et de tourner le dos au cirque et aux parcs aquatiques. Parlons ensuite des abattoirs. Là, il faut savoir que notre droit, quand même, a des dispositions qui sont assez sévères. Puisqu'elles organisent du départ de l'animal à la mort de l'animal tout ce qui se passe. Et nous avons des textes qui sont assez précis. Et je retiendrai finalement un mot, celui de l'étourdissement. Il faut savoir qu'un animal, après qu'il ait été transporté dans des conditions qui normalement respectent sa physionomie, sa santé, son bien-être, doit être placé dans un abattoir, dans des conditions qui, normalement, ne le mettent pas en stress. Je vous laisserai visionner les vidéos d'L214. Et pour la suite, en tout cas, avant d'être mis à mort, ils doivent être étourdis. Cette disposition est prévue par l'article
R214-64 et R214-65 du Code rural. Ces articles donc prévoient que l'animal doit être étourdi avant d'être mis à mort. Le problème est que la cadence dans les abattoirs est telle que cette phase de l'étourdissement n'est pas souvent respectée, ou en tout cas loupée. Et nous avons des animaux qui finalement finissent par se faire égorger, vivants, suspendus à leur crochet. Donc nous avons des textes, mais nous voyons bien que nous avons parfois aussi, par épuisement de l'humain, et peut-être aussi par... disons, des conditions difficiles de travail pour les humains, des étapes de notre réglementation qui ne sont pas respectées. Et le tout fait que nos animaux meurent dans des souffrances qui sont encore incontestables. Enfin, pour ne citer que ces exemples, peut-être nous pouvons invoquer les expériences scientifiques encore commises sur les animaux. Il faut savoir que en 2013, l'Union européenne a interdit de tester les produits cosmétiques sur les animaux. Sauf que dans nos produits cosmétiques, il y a des produits qu'on appelle les produits multi-usages, à savoir le parfum, les colorants, les conservateurs. Tous ces produits continuent d'être testés sur les animaux parce qu'ils sont aussi utilisés en pharmacologie et que les expérimentations sur les animaux pour le progrès de la médecine sont encore autorisées. Donc nous avons encore des animaux en France aujourd'hui qui sont utilisés pour tester les produits pharmacologiques, mais de fait aussi les produits cosmétiques. Donc à chacun de regarder les petites étiquettes derrière les bouteilles pour savoir ce qu'il achète. Disons aussi que la France est encore un pays qui pratique la vivisection. Vivisection qui est une opération qui consiste à faire des opérations du vivant de l'animal, mais aussi de l'éveil de l'animal, pour constater des phénomènes physiologiques de toutes sortes. Donc nous avons des animaux qui se font encore charcuter vivants et éveillés pour les progrès de la science. Alors chacun peut-être a son avis sur la question, mais il est peut-être temps de progresser, comme à l'instar d'autres pays européens qui ont interdit la vivisection et qui font aujourd'hui des tests sur des peaux in vitro et avec toute autre sorte d'avancée dans la science. Voilà, donc il y a des moyens aujourd'hui de s'écarter des tests sur les animaux et d'utiliser d'autres techniques. Donc nous allons apprendre aussi et à apprendre de nos pays voisins européens. Si donc l'animal n'est plus un bien et qu'il est protégé par un ensemble de lois, nous l'avons vu, il est aujourd'hui encore un bien que l'on peut soumettre à des conditions difficiles et douloureuses pour lui. Et ça nous amène à penser que peut-être il y a un droit animalier encore inexistant, ou en tout cas en devenir. Il est heureux, par contre, de constater qu'un ensemble de juristes se penche sur la question, qu'un code animalier vient d'être terminé et vient d'être publié. Ce code réunit toutes les lois qui donc protègent nos amis les animaux, mais aussi les concernent. Donc, quand il est question peut-être aussi de les limiter dans leurs actions, je pense notamment aux animaux sauvages qui peuvent encore donc être éliminés quand ils viennent détruire des espaces. Enfin voilà, il y a un code en tout cas qui aujourd'hui est créé, ce qui montre bien que le droit animalier est en construction, mais qu'il n'est pas encore aujourd'hui totalement cohérent, et qui n'est pas cohérent et qui donc laisse perdurer des souffrances pour nos amis les animaux, comme nous venons de le voir dans différents domaines. Et donc des juristes s'interrogent sur le point de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce droit animalier. Notamment, il a été question de la personnalité juridique des animaux, de savoir si on pouvait accorder aux animaux la même personnalité juridique que nous avons, à savoir donc des droits, mais aussi des devoirs. Alors, est-ce qu'un animal peut avoir des droits Est-ce qu'un animal peut avoir des droits? Est-ce qu'un animal peut avoir des devoirs aussi? Et comment pourra-t-il porter sa voix devant les juridictions? Est-ce que la personnalité juridique peut changer quelque chose? Puisque nous avons d'ores et déjà des associations qui se portent parole devant nos juridictions quand il est question de dénoncer des mauvais traitements. Alors, personnalité juridique,
ok, un outil technique qui peut-être est envisageable, mais qui a, à mon avis, une dose finalement de symbolique. Voilà. Nous voulons élever l'animal dans nos considérations, et donc quoi de mieux que de lui reconnaître finalement des droits importants et de le placer peut-être presque même à hauteur de l'humain dans la protection par exemple de sa vie et de son intégrité physique. Donc je ne suis personnellement pas partisane de cet outil juridique qui est la personnalité juridique, en tout cas accordée aux animaux, et je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire avec notre droit déjà actuel. Notamment on a l'article 521 dont je vous parlais tout à l'heure qui lui donc vient sanctionner les sévices et les actes de cruauté, mais il ne vient sanctionner ces sévices et ces actes de cruauté que quand ils sont commis par exemple sur des animaux domestiques ou apprivoisés ou retenus en captivité. Alors, quid des animaux sauvages, voilà. Donc il y a comme ça tout un ensemble de petites incohérences qu'il faudrait corriger peut-être pour protéger les animaux chacun dans leur domaine, parce que s'il y a aussi en fait une problématique importante qui empêche le droit animalier d'évoluer, c'est que ce droit animalier fait intervenir de multiples matières. Il fait intervenir la philosophie, la religion, l'économie aussi, la morale, l'éthique, la bioéthique. Voilà, il fait entrer comme ça plein de questions, il fait se confronter plein de questions, plein de problématiques, qui fait qu'en fait on en arrive un peu à avoir une pelote de laine sur laquelle on tire sur toutes les extrémités sans pouvoir en fait dégager un cœur cohérent. Donc c'est un droit qui est incontestablement en devenir et qui devra conjuguer toutes ces problématiques que je viens de vous énoncer. En tout cas, si aujourd'hui on a donc ces animaux qui ne sont plus totalement des biens, qui ne sont pas non plus des personnes encore, il faut que chacun, je crois, prenne en considération ce qui est encore à faire, que chacun porte un regard peut-être un peu nouveau aussi sur les animaux, selon aussi sa perception des choses, mais il faut penser que notre droit change aussi avec le regard de chacun, et que donc le droit a changé au cours de l'histoire, on l'a vu, mais a changé pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a trouvé insupportable que les animaux souffrent, et donc on a mis en place des législations. Donc voilà, c'est aussi à tout à chacun de prendre en considération les animaux, leur sensibilité, les évolutions aussi, les évolutions, et je dirais aussi les découvertes scientifiques qui font qu'aujourd'hui on sait de plus en plus que les animaux sont capables, voilà, de vivre en société, expriment des sentiments, ont des sentiments. Donc voilà, il faut, et c'est pour ça que je suis contente d'être ici ce soir et de pouvoir après échanger avec vous sur le sujet, il faut que les mentalités changent, et c'est comme ça après que le droit change et que les choses avancent lentement mais sûrement. Nous sommes partis du droit romain, nous sommes en 2019, quid des 10 prochaines années, des 20 prochaines années. Voilà, j'ai ouvert les questions, j'ai peut-être soulever des problématiques, et je vous laisse maintenant la parole et revenir sur des points peut-être sur lesquels je n'ai pas été très claire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.